Voici, mesdames et messieurs, et comme la formule est déjà consacrée, mercredi, c'est Web Presse. Aujourd'hui, avec mes estimés confrères, nous allons parler de trois grands thèmes. Nous allons parler du dialogue, nous allons parler de l'opération Mbataya Mukolo qui a repris au Congo-Brazzaville, et nous allons parler de la commission qui a enquêté sur la fibre optique. En tout cas, les conclusions ont été apportées. Alors, nous allons essayer d'analyser un peu tout ça avec Pascal Oundje de Congo, de Canal Kin Télévision. Bonjour Pascal. Bonjour Paulette. Très heureuse d'être parmi nous, mais c'est vrai que CKTV n'aimait toujours pas. On espère, hein, on patiente. On continue à patienter. Les promesses ont toujours été données, mais jamais réalisées. Et voilà, c'est le pays, la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que fonctionne la démocratie chez nous. Alors on n'a pas de choix dès lors que nous n'avons comme pays que celui-ci. Voilà, en tout cas la patience portera toujours ses fruits, espérons. Je suis avec Alain Mouzi. C'est la première fois qu'il passe chez moi. Vous allez le découvrir. Il est de Sangomalamou. Bonjour Alain. Bonjour Paulette. Très heureuse en tout cas d'être chez vous. Ça va à SSM? Oui, tout doux. Tout doux. Ça, vous êtes déjà prêt pour le basculement à la TNT? En tout cas, nous sommes prêts, mais la population semble ne pas être prête. Ah oui, on essaie toujours d'expliquer. Hein. Je crois que la campagne de vulgarisation a commencé par rapport à cette TNT. En tout cas, on suit dans différentes chaînes de télévision. On essaie d'expliquer, de vulgariser un peu ce basculement-là vers la TNT. Et je termine par Laurent Onema, journaliste indépendant. Bonjour Laurent. Bonjour Paulette. C'est toujours un plaisir d'avoir des intelligences dans mon pays. Nous allons parler du dialogue, mesdames et messieurs. Plusieurs journaux parus à Kinshasa ont titré sur le dialogue. Le Phare nous dit dialogue, revoilà la feuille de route de l'UDPS, ça c'est à une. Nous avons la prospérité, ni CNS bis, ni Sun City bis, dialogue, Zaïdi Arthur Ngoma limite les débats aux préoccupations électorales. En tout cas, plusieurs journaux ont titré sur le dialogue. La première question, c'est à Pascal Oundje, le dialogue, mais on voit déjà des fissures, des cassures dans l'opposition. Une bonne frange de l'opposition dit niet à ce dialogue. Alors, est-ce que ça augure déjà... c'est comme un mordé déjà, ce dialogue. Le problème est déjà là, Paulette, parce que vous savez qu'on avait organisé les concertations nationales à la place du dialogue. On voulait bien le dialogue, dans l'esprit, comme nous l'avons toujours dit, de la résolution 2098 dans sa disposition 14.b. Et cela pour avoir l'élection provinciale et locale crédible et transparente. Mais malheureusement, on a bien voulu organiser les concertations nationales à la place du dialogue. Mais au jour d'aujourd'hui, on est rattrapé par le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce qu'il y a eu la dernière évaluation à Luanda, de la CIRGAL. À l'occasion, on a pensé que cette résolution n'a jamais été appliquée en République démocratique du Congo. Où il fallait alors l'appliquer parce qu'on commençait ou on s'est préparé déjà pour l'élection provinciale et locale. Alors, on prend cette décision et en République démocratique du Congo, c'est le chef de l'État qui envoie maintenant, qui initie, qui envoie l'émissaire qui a commencé à contacter les différents états-majors des partis politiques. Bon, ils ont bien entendu les revendications. Mais la curiosité, c'est qu'on a vu par après les opposants se réunir, dire non au dialogue en question. Peut-être nous posons également la question, est-ce que le dialogue au jour d'aujourd'hui est opportun? C'est ça la question qu'on peut peut-être se poser. Moi je dis, il est opportun. Quelles que soient les mauvaises aventures faites la fois passée par les dirigeants en organisant les concertations nationales à la place du dialogue. Pourquoi c'est important au jour d'aujourd'hui? Nous nous approchons des élections. Quand vous regardez les partis politiques de l'opposition, leur organisation électorale pose aujourd'hui un problème sérieux. C'est à quel niveau? Je ne sais pas si on peut avoir deux partis politiques de l'opposition qui soient en mesure d'aligner les candidats à travers tout le pays. Non seulement qu'ils peuvent manquer les gens, les individus, mais surtout l'aspect financier pose problème très sérieux. Là, c'est le premier échec. Dès lors que vous échouez, n'est-ce pas, l'organisation des élections ou de l'élection provinciale, le reste devient au fait hypothétique. Au niveau national et également au niveau présidentiel. Il faut craindre. Alors, s'il arrivait en 2016, parce que l'opposition ne jure que sur le changement et l'alternance. En 2016, c'est quelqu'un de la majorité actuelle qui est réélu comme chef de l'État. Qu'est-ce que l'opposition gagnerait?
En 2016, à l'Assemblée nationale, comme dans les différentes assemblées provinciales, c'est la majorité actuelle qui va remporter. Qu'est-ce que l'opposition gagnerait? Voilà pourquoi il est important aujourd'hui, surtout du côté de l'opposition, d'accepter le dialogue. Ne pas accepter le dialogue, c'est ne rien résoudre comme problème. Alors à ce moment-là, qu'on ne revienne plus. On revient aux dénominations. À l'époque, quand on parlait de dialogue, non, c'est concertation nationale et tout ça. Mais aujourd'hui, on revient au mot dialogue. Aujourd'hui, en tout cas, on parle de dialogue. Vous êtes journaliste. Maintenant, quelle sera la différence entre les concertations nationales et le dialogue cette fois-ci? Parce que cette fois-ci, on n'a pas joué sur les mots, on parle du dialogue. Quel sera pour vous le contenu de ce dialogue ou la différence qu'il y aura entre, par exemple, le dialogue et les concertations qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps? À mon avis, Paulette, il n'y a pas de distinguo majeur entre ces concepts dialogue, concertation, par le fait que lorsque les interlocuteurs peuvent être ensemble pour échanger, moi je pense que tous ces concepts reviennent au même, dialogue, concertation. On a eu de dialogue à Sun City, on a eu de dialogue à Addis Abeba, on a eu de concertation nationale récente. Moi, je pense que on ne peut pas s'attendre à grand chose en ce qui concerne ce dialogue, parce que même les concertations nationales dernières ont pratiquement balayé toutes les questions majeures qui dérangent notre pays. Je ne sais pas qu'est-ce que le dialogue apporterait de plus. Cette fois-ci, on veut mettre l'accent un peu sur le calendrier électoral, oui, pour éviter le glissement et tout ça. On veut vraiment baliser le terrain pour que les élections soient vraiment apaisées cette fois-ci en 2016. Oui, c'est justement l'objet de ce dialogue pour des élections apaisées en 2016. Mais les élections ne seront apaisées que si d'un côté ou d'un autre, on essaye de tenir compte des desiderata des autres. Il y a l'opposition qui a aussi son cahier des charges, qui voudrait qu'il soit respecté. Moi, je pense que cela doit être pris en compte pour que ce dialogue puisse aboutir à des solutions concrètes et des résultats escomptés. Voilà. Par rapport à ça. Laurent Onembert, on a déjà vu, il y a déjà un couac. Déjà dès le début, avant même que ce dialogue soit organisé et tout, il y a déjà une bonne frange de l'opposition qui a dit net. Il y a l'UNC et le MLC qui n'en veulent même pas, vraiment, qui ne veulent même pas entendre parler du dialogue. Et pourtant, le dialogue est une qualité africaine. On nous dit que non, nous les Africains, on est obligés de dialoguer. C'est une des qualités africaines. Mais pourquoi l'UNC et le MLC, par exemple, ne veulent pas du dialogue? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous prendre en otage aussi, nous, la population? Bonjour Paulette, je ne commence pas l'émission sans saluer le travail que vous faites à ce niveau. Eh bien, l'émission a sa raison d'être, parce que les questions fondamentales sont analysées. Alors, vous parlez du dialogue. Vous savez, moi je suis devenu assez, je voulais dire, trop hésitant quant à l'utilisation des concepts. Nous sommes en Afrique, et particulièrement au Congo, des spécialistes, madame, d'utilisation des concepts. Vous allez vous rappeler que dans les passés récents, on s'est posé la question sur la nature juridique des concertations telles qu'on les a organisées. J'avais donné ma ligne et ma raison à l'époque pour dire qu'en réalité, il n'est pas interdit de dialoguer. C'est d'ailleurs une valeur, au-delà d'être une valeur africaine, le dialogue est une valeur universelle. Les consensus, tu sais, dans un pays où il n'y a pas de dialogue, on finit toujours par des rébellions. Il faut donner la parole aux autres, parce que la démocratie est une confrontation d'arguments sur la gestion de la chose publique, res publica, une chose qui appartient à tous. Mais alors, dialoguer pourquoi? C'est ça l'objectif. J'ai appris aussi qu'il y a l'émissaire du chef d'État qui a fait le tour de grandes formations politiques. Mais on ne peut pas se limiter seulement aux grandes formations politiques. Au Congo, nous avons des personnalités politiques qui pèsent plus que certaines formations politiques. Je vais illustrer le cas d'Alexis Tambemamba qui est au gouvernement et pourtant il n'a pas un parti politique et il n'est pas d'un parti politique. Alors, dialoguer c'est bien, mais quel est le contenu? Même l'émissaire, il faut qu'on se pose la question sur le cahier des charges. Qu'est-ce qu'il a dit à ceux qu'il est parti consulter? Quand vous regardez la presse qui est devant vous, les articles tels que publiés, l'ONC par exemple et les MLC disent
qui ne peuvent pas aller au dialogue sans connaître l'objet du dialogue. Ça, c'est une chose. Mais si dialoguer, s'il vous plaît, pour les besoins de la cause, ça signifie pour occasionner une quelconque sortie. Je ne veux pas le glissement, parce que nous sommes trop habitués à des mots. Depuis un temps, les gens parlent de glissement. Je m'ai appris par des juristes de la télévision, ou comme on dit les téléjuristes, que le glissement est constitutionnel. J'aurais voulu un débat contradictoire. Ce sont des choses qu'on enseigne pour qu'on puisse discuter à quel moment le glissement est constitutionnel. Alors, je dis ceci. Si on veut dialoguer pour donner lieu je voulais dire, au chambardement de l'ordre constitutionnel, je dis tout de suite non. Nous ne sommes pas en face du mur pour dire que, eh bien, les élections c'est demain. Il y a eu calamité, on n'a pas d'argent, alors que nous avons au moins 15 mois. Il n'y a pas un calendrier possible qui puisse nous conditionner, nous, par rapport à l'ordre politique ou au mandat du chef de l'État ou de l'équipe qui gouverne actuellement, pour dire qu'il faut qu'on dialogue pour bouger quoi que ce soit. Ça, c'est le un. Des deux, madame, il faut que nous le rappelions, qu'on se le rappelle. J'ai proposé en disant, les gens parlent de glissement. Tu sais, quand tu es en train de gouverner, il faut parfois aussi écouter le point de vue des autres. Parce que ceux qui gouvernent ont tendance à ne pas voir ce qui marche. À se couper de la réalité ou du peuple. Actuellement, je mets quiconque au défi que le calendrier de la CENI tel qu'avancé, tel qu'agencé, ne peut pas s'exécuter sans qu'on arrive à dépasser les délais constitutionnels. J'ai le plaisir de recevoir Israël Boutala. Israël, on parlait du dialogue, hein, mais on sent déjà une sorte de cacophonie au sein de l'opposition congolaise, et pourtant on a l'impression aujourd'hui que la majorité part en bloc, mais l'opposition, comme d'habitude, on va nous dire que l'opposition est plurielle, mais face aux enjeux de l'heure, aujourd'hui l'UNC et le MLC disent non, mais comme l'a souligné Laurent Onémon, on a l'impression que l'UDPS est pour le dialogue, mais on s'en sortira comment avec ce fameux dialogue s'il y a déjà des sons aussi discordants dans l'opinion, dans la classe politique? Je suis d'accord que l'opposition est divisée sur la problématique sur l'opportunité du dialogue, mais il y a une question fondamentale justement. On va au dialogue, pourquoi faire? Parce que toutes les questions, parce que tous les partis, y compris l'UDPS, réclament qu'ils ne sont pas partants pour un gouvernement d'union nationale. L'UDPS l'a dit clairement qu'elle n'est pas partante. Ils l'ont dit clairement. Donc je l'ai suivi encore ce matin, son secrétaire général Bruno Marvung a dit qu'ils ne sont pas intéressés par l'entrée au gouvernement. Bon, si tel est non, l'entrée au gouvernement, le dialogue Israël, il faut faire la part des choses. Non, tout dialogue politique en principe amène un gouvernement qui doit en tout cas traduire justement le consensus politique. C'est une conséquence justement d'un accord politique, ça se termine toujours par un gouvernement. Alors si l'UDPS dit qu'il n'est pas partant pour un gouvernement, tant mieux. Alors dans ce cas, toutes les principales revendications de l'opposition reposent sur Joseph Kabila. Ici, donc, il n'y a pas moyen il n'y a pas besoin de dialoguer. Si Joseph Kabila répond au cahier des charges, qu'a déposé l'UDPS à la MONUSCO, à la CENI, qu'a déposé Kamere et ses amis à la MONUSCO et à la CENI, on décrisperait l'atmosphère politique et il n'y aura pas besoin de dialogue. Donc, le geste fort ici doit être posé par Joseph Kabila lui-même. Parce que, quelles sont les revendications de l'opposition? Quelles sont ces revendications? Elles sont simples. Donc, on veut faire la clarté sur le processus électoral, le réqualifier, le processus électoral lui-même. Changer le calendrier électoral? Non, ça veut dire que non, d'abord, élaguer les locales, les municipales et ne garder que les provinciales et in fine vers le bout de cycle en 2016 les législatives et la présidentielle. Mais au préalable, il faudra qu'on se mette d'accord sur l'enrôlement des nouveaux majeurs parce que les nouveaux majeurs ont joué un rôle important pendant la mobilisation de janvier et donc l'opposition est portée par un vent dans la population qui est basé sur une population jeune et dynamique qui est en phase avec le monde, avec les idéaux démocratiques. Donc nous sommes là. Et donc l'opposition ne veut pas justement se mettre à dos une partie importante de la population qui estime que nous voulons en découdre avec le régime électoralement parlant. Et donc qu'on garantisse un processus électoral équitable, voilà, si je pense que c'est vraiment dans la possibilité. Mais tout ça, on ne peut pas le dire autour d'une table pendant ce dialogue. Mais pourquoi le dire sur une table? Parce qu'il y a déjà des cas. Si aujourd'hui, il y a d'autres revendications, libérer les prisonniers de politique. Ça c'est déjà fait, on en a libéré. C'est pas fait parce que Mike Moukeba est encore en prison, Mouyambo est en prison. On a déjà libéré d'autres prisonniers. Les médias, Canal qui n'est pas encore RTCE. Je ne me dirai pas le contraire. Mais il y a tout ça. Est-ce que pour ça il faut un dialogue? Il faudrait que Kabila aujourd'hui dise à Kalev ou à ses services de sécurité, alors laissez les gens
gens s'exprimer librement, libérer les médias, voilà, c'est simple. Pour le fichier électoral, qu'on fasse la lumière là-dessus, qu'on fasse un audit, qu'on dise voilà, il y a autant. Voilà. Je voulais accompagner Israël. Je voulais accompagner Israël. Je suis totalement d'accord avec mon ami Israël. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on devra souligner que dans une confrontation politique, il y a toujours, comment dirais-je, la main tendue, il y a toujours les donner, les recevoir. Ouais. Si aujourd'hui Joseph Kabila doit libérer ces gens en échange de quoi? Vous vous rappelez qu'il y a d'abord des dossiers judiciaires. Quand on dit à Mouyambo que tu as spolié l'immeuble et que tu as vendu la maison d'autrui, est-ce que vous pensez que même la grâce présidentielle a une éthique? Est-ce que vous allez prendre un dossier judiciaire comme de Mouyambo et automatiquement il devient un dossier politique? Le dossier Mouyambo n'est pas un dossier judiciaire, c'est un dossier politique habillé judiciairement. Et donc il y a plusieurs arguments. Ce sont des arguments de droit. J'ai dit deuxième chose. Si Joseph Kabila est en face justement d'une question de calendrier électoral, en face du fin mandat, est-ce que vous pensez que tout ce que l'opposition va donner comme je voulais dire, ce que je vais appeler la main tendue de l'opposition par rapport à ses revendications? Si Kabila dit aujourd'hui, on va libérer les prisonniers, qu'est-ce qu'il a en échange? Attention, c'est pourquoi je dis, dialoguer c'est bien, dialoguer c'est bien, mais quel est le cahier des règles de dialogue? Moi, je vais gagner. Celui qui a gagné, le problème, c'est que celui qui va perdre, c'est la démocratie. Celui qui va gagner, ce sont les partis politiques. Je vous donne qu'est-ce que le président va gagner en échange? Il gagne une sortie honorable. Il a failli rater le coche. C'est ça. Il y a un avant et un après janvier. On a frôlé la catastrophe. Et Kabila a encore de la marge pour quitter le pouvoir de manière honorable et rester respectable dans ce pays. Parce que le problème avec le pouvoir, c'est comment en sortir. C'est ça le problème. Parce qu'imaginez-vous que les événements de janvier avaient dérapé, qu'il y avait 1500 morts, que c'était des émeutes pendant 3 jours. Et là, l'avenir politique de Kabila serait compromis judiciairement sur le plan international. Et donc aujourd'hui, Kabila, c'est une porte de sortie. Est-ce que vous avez les preuves qu'il y a eu 1500 morts? Je ne dis pas ça. Il est au conditionnel. Ça pouvait dégénérer. Ça n'a pas dégénéré, ça n'a pas atteint ce mort-là. Je dis, imaginez qu'en janvier, les événements avaient dégénéré. Si les événements avaient dégénéré, les émeutes avaient dégénéré en termes de centaines de morts, et voilà. Et donc, on aurait compromis l'avenir politique de Kabila. Or, moi, je pense que Kabila a sa place au Congo. Il a un bilan qui est, à certains égards, défendable. Et donc, moi, je pense que Kabila doit mener une vie politique paisible et peut-être penser à une reconversion. Mais pour ça, il faut justement qu'il prépare son avenir aujourd'hui. L'avenir de Kabila se prépare aujourd'hui, pas demain. Parce que plus le jour passe, sa légitimité s'érode et donc il est dans une posture difficile. Je pense que même lui-même, le fait qu'il ait délégué Kalev, c'est un signe justement d'apaisement. C'est un signe justement d'affaiblissement aussi de sa part. Donc c'est comme ça qu'il faut interpréter. Mais le nom de l'opposition aussi, c'est un nom qui veut dire oui au dialogue, mais à certaines conditions. Mais Kabila doit encore envoyer des signaux forts qu'il n'a pas fait. Pour conforter l'opposition, il faut que lui-même, il dit que non, au nom de la cohésion nationale, au nom de respect du principe de démocratie, au nom de la Constitution, faire d'abord une déclaration solennelle selon laquelle je ne me présenterai pas en 2016. Mais là, c'est un faux débat, c'est pas un faux débat. Puisque la Constitution est claire, pourquoi il doit le dire? Pourquoi on doit revenir sur ça? Au Burundi, la Constitution n'est-elle pas claire? L'accord d'Arusha n'est-elle pas clair? Au Burundi. Il y a aussi des gens qui disent que rien n'a été écrit dans cet accord d'Arusha. Mais pourquoi voulait-il faire la révision de la Constitution si c'était pas si clair? Parce qu'il avait été conduit au Parlement. Parce que l'Assemblée nationale du Burundi avait justement rejeté le processus de révision de la Constitution. Parce que le Kourouziza estimait que cette Constitution était un obstacle. C'est aujourd'hui qu'il refait une nouvelle interprétation des accords d'Arusha et de la Constitution. C'est vous dire que, mais qu'est-ce qui coûterait à un chef d'État de dire que je suis vraiment en phase avec ma constitution, je vais la respecter de A à Z. C'est simple, c'est facile. Vous décrypterez la Kabila l'a déjà dit. Oui, Alain Mouzi, au finish, c'est vrai que l'opinion congolaise, c'est déjà, comme l'a dit Israël Moutala, qu'au finish, il y aura un gouvernement qui va sortir. Au fait, c'est le peuple qui va être dupé, les politiciens ne pensent qu'à eux et tout ça. C'est vrai, c'est l'entendement de la majeure partie de la population. Vous, en tant qu'élite, en tant qu'intellectuel, vous qui portez en tout cas cette masse, est-ce que c'est vraiment ça, au fait, le but de ce dialogue? Je pense que ça serait complètement être à côté de la plaque si on viserait un gouvernement d'union nationale qui serait impossible à l'heure actuelle, qu'on réunisse toutes les parties prenantes dans la gestion de la chose publique à former un gouvernement de cohésion nationale ou un gouvernement de large union nationale. Je pense que ça serait quelque chose d'impossible et ça serait loin des attentes de la population. Moi, à mon avis, ce que la population attend aujourd'hui, c'est que le mandat de Kabila arrive à son terme
et que la population élise les nouveaux animateurs des institutions de la République dans un climat apaisé, comme l'a dit Israël. Et je ne trouverais pas aussi mal si Joseph Kabila aujourd'hui déclarait que je ne me représenterai plus à la présidentielle de 2016. Ça serait aussi salutaire parce que il y a de rumeurs, il y a de choses qui se disent au sein de sa famille politique par les leaders, les cadres de sa famille politique, comme quoi Joseph Kabila, Tondiona Noté, vous avez entendu de tels slogans, comme quoi la révision de la Constitution est prévue dans la Constitution elle-même. Vous voyez, des choses comme ça créent des suspicions au sein de la population. Et ce n'est pas aussi mal si les présidents de la République pouvaient mettre les points sur les i. C'est peut-être un peu tôt, hein, ce sera peut-être un peu tôt, peut-être les dauphins vont s'empoigner, les gens vont s'entretuer s'ils ne se présenteraient pas, ils présentaient un dauphin. D'ailleurs, lors de l'assemblée du congrès du PPRD, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'on connaisse enfin les dauphins potentiels, mais rien n'a été prévu, c'est peut-être à cause de ça aussi. On est africains, on se connaît, hein, si on cite par exemple que ce sera Alain Mouzi ou Pascal Oundje qui sera le prochain dauphin de M. Kabila, et bien on ne sait pas si vous survivrez jusqu'en 2016, alors il faut être clair. Non, moi je suis un constitutionnaliste. J'estime, Israël a dit, ce sont des craintes fondées. Tu sais, en Afrique, nous voulons au même moment être respectés comme État, mais au même moment que nous ne voulons pas loger des valeurs universelles de démocratie. Je vous dis que nous ne représentons rien par rapport à l'histoire. Nous n'avons pas suffisamment de moyens. Vous savez, Mobutu a fait 32 ans de pouvoir. Mais Mobutu est parti par la plus petite porte. On l'a enterré très loin de sa terre natale. Et finalement, la Suisse nous dit un jour, Mobutu n'avait, je ne sais pas moi, que 5 millions. C'est une honte. Je veux dire donc, ici, que les craintes des amis sont fondées. Mais moi, j'ai un autre aspect des choses. Ça signifie que, comme légaliste, j'estime que Joseph Kabila s'exprimait ou pas sur son départ, à partir du moment où la Constitution dit que tu fais des mandats, tu pars, je continue à être optimiste. Jusque le jour où il va dire qu'il ne partira pas, rassurez-vous que je vous dirai, Monsieur le Président, je vous ai soutenu, cette fois-là, vous êtes parti en dehors de la plaque. Mais la question, l'expertise de Burundi est une référence qui sert d'alarme pour notre pays. On dit le consensus, on dit dialogue. Rassurez-vous que quand un acteur politique, là je parle comme politologue, je suis juriste politologue, quand un acteur politique lance la manche, il dit dialogue. Rassurez-vous que dans un virage comme le nôtre, il y a des dividendes qui l'attendent. Les dividendes vont au-delà de la libération. Qu'est-ce que Kabila a à faire, Monsieur le Président, à la libération de Mouyambou, qui n'est pas une urgence pour sa politique, qui n'est pas une menace pour sa politique. Non, non, il y a autre chose. Quand il dit UDPS aussi c'est. C'est pourquoi je suis plus critique envers l'UDPS qu'envers le président, parce que le président a les arènes du pouvoir. Mais l'UDPS devait jouer le rôle d'une opposition. Les oppositions africaines sont des réservoirs de la majorité. Chaque fois que ces gens nous ont dit que non, non, au pouvoir on ne fait rien, 2 jours après, si on prend quelqu'un au pouvoir, il oublie tout. Et nous sommes comme ça, dans un cycle infernal, des dialogues qui ne se terminent pas, mais où est la part du peuple? On dit économie, on dit ceci, on dit intelligentsia, gouvernement de technocrates, mais jusqu'aujourd'hui, les Congolais ne savaient pas manger. Jusqu'aujourd'hui, on atteint les indigents. Non, non, la vérité est ailleurs. Il faut, tant soit peu, qu'on respecte l'ordre constitutionnel. Quel que soit le calendrier, quel que soit le consensus, qu'on ne sorte pas du schéma de la Constitution. Je termine en disant que même ceux qui proposent le référendum, je vous apprends que le référendum peut être aussi inconstitutionnel. Tout dépend de comment vous l'orientez. Si vous partez sur la base d'autres articles, vous n'utilisez pas l'article 5, vous êtes en dehors du schéma. Et donc, ces gens-là voudront se tromper et que, rassurez-vous, que le peuple congolais a la misère. Si quelqu'un se trompe aujourd'hui, il aura le peuple sur son chemin. Et donc, je suis confiant qu'il y aura alternance et démocratique dans notre pays. Voilà, nous prenons maintenant le deuxième thème assez rapidement. Nous parlons maintenant de la fibre optique. C'est vrai que la commission d'enquête a donné ses résultats. C'était déjà à l'Assemblée nationale. Hein, oui, c'est à l'Assemblée nationale. Mais ça soulevait un tollé, une indignation, surtout sur la toile, quand on voit les chiffres, tout ce qu'il y a eu autour de cette fibre optique. Ça paraissait comme... Aujourd'hui, fibre optique, ça paraît comme un mythe en République démocratique du Congo. Israël Moutala, y aura-t-il sanctions? C'est vrai que ça commence un peu à bien faire. On voit maintenant que mais c'est vrai que le matériel acheté n'était même pas adéquat.
C'est pour ça qu'on n'a même pas cette fibre optique opérationnelle à 100% aujourd'hui, avec autant de millions gaspillés. Bon, il y a eu beaucoup de scandales dans le dossier fibre optique. J'ai lu plusieurs manchettes du Potentiel et des autres journaux qui ont montré que la gestion du ministre de l'époque, Kinke Mulumba, n'était pas du tout orthodoxe. C'est lui qui a commencé le dossier fibre optique, c'est Kinke Mulumba? Oui, c'est Kinke Mulumba, c'est celui qui a mené de bout en bout ce dossier. Et donc aujourd'hui, je pense que la responsabilité de Thomas Louaka, si responsabilité il y a, c'est peut-être de cautionner les irrégularités constatées dans le dossier fibre optique lui légué par Kinke Mulumba. Ici, je pense qu'il faudrait que l'Assemblée soit sérieuse. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, sur le plan moral, sur le plan éthique, Kinke déjà devait démissionner du gouvernement parce que son nom est revenu à plusieurs reprises dans des dossiers sales sur la fibre optique. Et donc moi, je pense que pour des raisons d'éthique et de morale publique, il devrait d'abord se démettre lui-même en donnant cette démission du gouvernement. Deuxièmement, je pense que la procédure adoptée par le bureau de l'Assemblée nationale est assez louche. Donc pour un dossier aussi étayé que celui qu'a confectionné le Godefroid Mayobo, l'ancien ministre le premier ministre sous le gouvernement Gizenga, est un dossier bien ficelé, lui-même est ingénieur, donc il a bien documenté, il a montré qu'il y avait surfacturation, que la meilleure qualité de fibre optique, le mètre se vend à 22 000 $, alors qu'elle a été surfacturée à 50 000. Donc, il y a plusieurs irrégularités, mais ça c'est une irrégularité parmi tant d'autres, et donc nous avons peu de moyens en termes budgétaires. Et si ces moyens sont dilapidés, sont gaspillés par la corruption, je pense qu'il y a une forte responsabilité de nos dirigeants à ce qu'ils puissent justement envoyer des gens devant la justice qu'ils servent de modèle. Pascal Onge, on peut saisir le PGR déjà par rapport à... Tous les faits sont là, la commission a établi en tout cas les irrégularités, la corruption, la surfacturation. Est-ce qu'on peut léguer ces dossiers au PGR? J'ai vraiment apprécié la chute d'Israël parce que qu'est-ce qu'on va constater curieusement de la part du procureur général? Vrai, parfois il va croiser les bras et pourtant le dossier est clair, on parle de détournement, il ne va pas se saisir du dossier, mais il va peut-être chercher les poux sur des têtes de chauves, en calvitie si vous voulez. Alors, un dossier comme celui-ci, qui a apporté des préjudices au pays, des préjudices sérieux malheureusement, et vous verrez que la justice ne va pas s'intéresser comme il faut. Nous avons un juriste sur ce plateau, je ne sais pas si cette fois-ci, ne fût-ce que le ministre de la justice, parce qu'il a cité ici comme l'une des personnalités politiques qu'il faudrait qu'on contacte s'il faut alors avoir le dialogue, alors qu'on voit, ne fût-ce que l'initiative également de la part du ministre de la Justice, si le procureur tergiversait ou traînait encore ses pieds, pour que finalement l'actuel ministre près du Parlement, Kinke Mulumba, alors réponde maintenant de ses actes, de sa mauvaise gestion. Et alors, le problème c'est qu'ici, le chef de l'État, souvent trompé par ses collaborateurs. Même lorsqu'on parlait du dialogue ici, quand nous nous référons aux concertations nationales, vous voyez les gens qui composent aujourd'hui au gouvernement, il y a des gens qui ont le label IDPS et pourtant ils n'ont jamais été mandatés par l'IDPS. Mais pourquoi ils pouvaient cautionner ça? Les gens qui sont là au nom du MLC et pourtant le parti... C'est de bonne guerre, je trouve. Voilà, donc il aurait fallu qu'il ouvre l'œil et le bon. Il ne peut pas être trompé à chaque fois. Et ici, c'est une mauvaise image vendue du chef de l'État, n'est-ce pas, dans une question si essentielle comme fibre optique, qui va préjudicier également maintenant le basculement de nos télévisions, parce que nous avions des débats pas très longtemps ici, la TNT, on ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer, et donc maintenant la responsabilité, comme vous aviez suivi Israël, j'ai compris qu'il maîtrise très parfaitement le dossier, c'est sur les épaules du ministre plutôt Kinke Mulumba. Laurent Onemba, c'est vrai qu'en République démocratique du Congo, quand on parle commission, eh c'est une façon d'enterrer un peu le dossier, mais cette fois-ci, c'est quand même trop, c'est trop. Vraiment, les chiffres étaient ahurissants, les gens étaient vraiment indignés. On a vu les câbles achetés, paraît-il, c'était des câbles aériens, on nous a mis des câbles souterrains. Donc, la RDC a une question numérique incroyable, et pourtant, on a toutes les potentialités pour être vraiment connectés de par le monde. Cette fois-ci, est-ce que vous êtes sûr vraiment que les sanctions suivront? C'est peut-être ça la question. Paulette, j'ai toujours dit aux gens, je commence par une parenthèse, que notre problème, c'est le renouvellement de la classe politique. Est-ce que vous savez que tous les Mobutus se sont fait kabylistes?
Est-ce que vous savez ça, Paulette? Nulle part au monde, je ne sais pas, est-ce que les politiciens n'ont pas de bureau d'études? Dans ces pays, il y a des intelligences, il y a des gens qui ont l'expertise. D'où ça vient ce phénomène d'une même personne, il a été ministre 10 fois? Ça vient d'où? Et je suis arrivé dans un ministère, j'ai trouvé les photos d'un grand-père, d'un père et de son fils. Tous sont passés par le même ministère et chacun 2 fois. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi à un moment donné, même quand les gens font des rébellions, je ne soutiens pas. Mais attention, ces gens-là peuvent être frustrés. Est-ce que c'est mieux que ça dans ces pays? Pour être pitantique, il faut être kické. C'est une question, un questionnement. Israël, je peux te calmer, il ne va pas démissionner. Je ne me fais pas trop d'illusions là-dessus. La culture congolaise, c'est qu'on ne démissionne pas. On attend, on donne un peu d'argent à la presse. La presse va écrire d'autres articles, l'affaire va s'arrêter. Comme au Parlement, il y a la majorité va dire non, quel qu'en soit le problème. C'est pourquoi les opposants sont sortis pour dire on doit toucher le règlement d'intérieur quant aux motions de censure et aux motions de défiance. Même si on l'interpelle, ce sera... On dit le ministre de la Justice, Alexis Tambemamba, est une personnalité. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Je vous assure. Je crois qu'il va utiliser de son droit d'injonction, qui est un droit légal, pour dire au PGR qu'au-delà des cas de viol, au-delà des cas des autres qu'on connaît, il y a aussi des cas de malversation financière. Et à un niveau très élevé comme celui-là, le chef de l'État a déjà mis en examen lui-même des ministres qui sont battus à Bandal. Mais est-ce que se battre à Bandal a beaucoup plus de corollaires aux ressources de l'État que des millions comme ça qui sont partis? Les ingénieurs ont une responsabilité. Les architectes ont une responsabilité. Des câbles qui sont censés être dehors sont là-bas. Où est votre responsabilité? Pourquoi dans ces pays, il n'y a pas de responsabilité? Pourquoi dans ces pays, quelqu'un est dans un ministère où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilettes, mais lui-même a soulevé un immeuble de 7 niveaux et personne ne pose la question? Pourquoi dans ces pays, et dans ces pays toujours, quelqu'un peut être ministre un jour, il oublie la pauvreté, il achète une maison à Montfleury, il quitte Ngaba. Ça vient d'où ça? Non. Et à un moment donné, ça doit s'arrêter. Tu as dit un élément important, que le chef de l'État doit avoir une sortie honorable. Et sa sortie honorable passe impérativement par une gestion saine des ressources. Pourquoi Kabila doit se justifier par rapport à la tricherie des autres, alors que lui-même, on n'a vu nulle part un dossier, on a dit que Kabila a volé. Écoutez, comprenez mes émotions, mais j'estime que tout ça, c'est sur la tête du chef de l'État. Parce que c'est le garant de la nation, tout simplement. Voici la base légale. L'autorité morale. Et donc aujourd'hui, nous pensons que M. Kike, Suko Biototondio, comme toi, tu es un autonome présenté, parce que toi, tu as excellé, il faut que tu ailles répondre à un moment donné. Nous n'avons pas d'intérêt, mais nous voulons nous rassurer que l'argent de l'État, nous tous, nous sommes des contribuables, cet argent a été utilisé à bon escient pour que quand tu finis ta responsabilité, que la responsabilité des architectes se déclenche. Et la société qui a gagné le marché pour nous dire Basinga et Alibanda au Tiangona, c'est pourquoi. À ce moment-là, on t'amène à Makala et tu fais ta prison. Juste un petit mot sur ce dossier. Ça veut dire que j'ai vu, on demande au ministre, mais le PGR peut s'autosaisir. Les faits sont publics, donc il peut ouvrir une information judiciaire. Comme ça. Pas besoin. Enfin, on a le temps d'aller traquer Mouyambo, d'aller chercher Vano Kiboko, mais voilà des dossiers qui intéressent les Congolais, pas qu'il s'agit de leur argent. Et moi, j'aimerais aussi ici parce que j'ai vu aussi des gens qui ont mis la pression sur Luzolo. Luzolo n'a aucun pouvoir. Luzolo n'a aucun pouvoir. Mais il est chargé, il est conseiller de... Mais il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir d'injonction sur la justice. Il n'a aucun pouvoir. Il va faire des propositions, mais il n'a aucun pouvoir. Madame, le pouvoir appartient au PGR, à l'appareil judiciaire. Vous avez la raison parce que nous sommes des juristes. Il y a un ministre de la Justice. Il y a un PGR. Il y a les cours et tribunaux. Voilà l'ordonnancement. Alors, on a nommé un conseiller spécial en charge de blanchissement et tout ce que vous savez, fraude. Quelle en est la base légale qui lui permet d'arrêter quelqu'un? Il n'y a pas. Est-ce qu'il a un inspecteur sous sa charge? Est-ce qu'il a un magistrat qui peut lui obéir? Non. Alors, il y a chevauchement, justement, entre les magistrats qui est censé faire le travail d'enquête et instruire le dossier et ces nouveaux inspecteurs. Quelle en est la base légale? Le seul pouvoir que Luzolo a sur ce dossier, c'est le pouvoir qu'a tout Congolais. Sauf peut-être que lui peut aujourd'hui une position prestigieuse. C'est le pouvoir de délation. Il est demandé à tout Congolais de dénoncer justement tous les actes de malversation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as connaissance d'un détournement dans un ministère, tu peux aller demander à la justice d'enquêter ou d'ouvrir une... Donc c'est le seul pouvoir que Luzolo a, le pouvoir qu'a tout Congolais, le pouvoir de délation. Nous allons quand même, en tout cas...
qu'Alain va intervenir vraiment en quelques minutes par rapport au dossier de refoulé de Congo-Brazzaville. Voilà, ça y est, ça repart, hein, les expulsés de Congo-Brazzaville. Israël Moutala, on a suivi la réaction du ministre, du vice-ministre congolais chargé des Congolais de l'étranger, excusez-moi, de la diaspora. Il s'est dit étonné que Congo-Brazzaville n'ait pas fait signe que ça reprend, et pourtant c'est un pays souverain. Nous, on clame d'être souverain. Et cette fois-ci, est-ce que notre pays a pris des dispositions pour accueillir les compatriotes qui viendront de Pointe-Noire, puisque cette fois-ci, l'opération Batam-Kolo reprend à Pointe-Noire? Non, bon, parce qu'ils sont dépassés, le gouvernement est dépassé, parce qu'ils vous ont dit qu'ils sont surpris. Donc, s'ils sont surpris, il n'y a pas de mesures. Sûrement qu'ils vont reconduire les mesures qui ont prévalu la fois passée. Ça veut dire qu'on va les interner sûrement du côté de Maluku, en attendant qu'il y ait une solidarité qui s'organise pour qu'ils soient rapatriés dans leurs provinces respectives. Mais la question est là, justement. On a vu une commission se réunir ici, dire qu'on a apaisé nos divergences, on a trouvé un accord, il n'y aura plus d'expulsion massive, il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus cela. Mais nous sommes toujours, comme d'habitude, les dindons de la farce. Même le Congo-Brazzaville, les autorités du Congo-Brazzaville se moquent des autorités voilà. Donc, c'est l'expression d'un État faible, d'un État qui est soumis. Et donc, juste là, nous sommes humiliés et nous le resterons encore. Parce que notre grandeur doit être restaurée. C'est vraiment vu la qualité des gens sur qui les sont... réseaux sociaux, on se bat, on se dit que non, il n'y a pas stigmatisation du peuple congolais. En fait, puisque nous, on nous appelle Zaïrois en face, il n'y a pas stigmatisation des Zaïrois. C'est une opération qui concerne tout le monde, tous les étrangers sans papier, mais pourtant, c'est que la plus forte communauté qui habite au Congo-Brazzaville, c'est les Congolais, mais c'est leur droit. Mais c'est leur droit aussi. Moi, je ne les plains pas, c'est leur droit aussi. Oui, mais bon, le problème, c'est que bien que de l'autre côté, plutôt bien que nous avons en tout cas reproché la mauvaise gestion de King Mulumba, en même temps il faut évoquer la question de la diplomatie aussi en République démocratique du Congo, parce qu'on a trop menti, hein, comment les choses se sont passées à Brazzaville. On ne voulait même pas qu'on dise la vérité. Moi je m'en souviens, j'ai été inquiété par 2 fois seulement parce qu'on dénonçait effectivement ce qui s'est passé malheureusement contre nos citoyens à Brazzaville, mais ils sont venus dans leur pays. Vous savez aujourd'hui où est-ce qu'ils passent la nuit? En face de la commune. Et on se moque de nous. Hein. Ils sont là en face. On ne parvient même pas à s'occuper de ceux qu'on a chassés. Ça devient ridicule. Si nous allons nous poser la question en amont, pourquoi les gens sont allés à l'extérieur chercher la vie? C'est simplement parce qu'il y a mauvaise gestion. Des gens comme les King et Mulumba, comme ça, ils sont pratiquement dans toutes les entreprises, dans tous les ministères. Ils gèrent très mal le pays et la conséquence, c'est les citoyens qui payent. Et voilà, ils sont allés chercher la vie ailleurs. On les paye maintenant, monnaie de singe, et lorsqu'ils reviennent dans leur pays, malheureusement, mal pris en charge, et conséquences. Oui, vous allez terminer, vous allez terminer. Votre réaction par rapport à ça? C'est un pays souverain, ils ont le droit de faire le contrôle chez eux, mais on aimerait, en tout cas, on suggérerait qu'ils le fassent d'une façon humaine, tout simplement avec un peu de dignité. Bon, je regrette d'abord de ne pas parler de la question de fibre optique. En quelques minutes, vous avez un mot par rapport à ça? Oui, j'avais un petit mot en disant que cette fibre est très importante, comme mes confrères l'ont dit, en termes de débit des informations sur Internet et la télécommunication, le prix aussi, le coût. Mais il y a une commission Mayobo au Parlement qui était censée mener, qui a mené ces enquêtes, à l'issue desquelles elle a confirmé que 52 000 $, comme vous l'avez dit, par kilomètre de câbles étaient débloqués, décaissés, alors que à 1 kilomètre c'était 20 000. Mais il faudrait encore que cette commission aille au bout de sa démarche. Il faudrait que les sanctions s'en suivent, mais on ne peut pas ici indexer une seule personne à la personne de King Mulumba, parce que les responsabilités sont partagées. C'est une filière, il faudrait que les enquêtes se poursuivent. Là, la responsabilité morale. Pour établir chacun sa responsabilité. Parlant de l'opération Mbater Mokolo, Israël l'a dit, c'est une faiblesse de notre État. Le Congo-Brazzaville a compris. Moi, j'ai suivi le ministre des Affaires, étrangères du Congo-Brazzaville, Zéphirin Mboulou, qui a dit que c'est une opération qui ne concernait pas seulement les Congolais, mais tous les ressortissants étrangers vivant en situation illégale et commettant des actes illégaux. Mais moi, je pense qu'il y a un acharnement
sur il y a nos stigmatisation, compatriotes. Stigmatisation, si je peux le dire ainsi. Et j'affirme qu'il y a eu faiblesse, dans ce sens que lors de la première opération Bata Mukolo, il n'y a pas eu de réponse égale à cette situation. Et le Congo-Brazzaville profite, à mon avis, de cette faiblesse pour aller de mal en pire. Si aujourd'hui, notre État frappait très fort, moi je pense que de telles choses ne se reproduiraient pas. Par exemple, expulser l'ambassadeur de Congo-Brazzaville ici, couper les liens diplomatiques. On l'a convoqué quand même. Hein, on l'a convoqué pour je pense qu'il faudrait une action un peu plus efficace pour que de telles choses ne se reproduisent pas. Vraiment, on poussait 2 secondes, Laurent Nima. Votre réaction par rapport à ça? Ma réaction, mon ami a parlé de dossier Kiki. Israël, sûrement, il est en train de chuchoter, n'a pas le temps de vous répondre. Nous connaissons ce que ça veut dire les commissions, on sait comment ça fonctionne. Nous savons encore ce que ça veut dire les rapports Lutundula, les rapports Bakandeja, les commissions Koulou, Mayobo, ça sera encore une commission de trop, une commission qui ne va pas avoir, va prendre des résultats. Vous parlez de Brazzaville, posons-nous la question, Brazzaville ne fait que son devoir. Mais il y a aussi des normes internationales qui obligent Brazzaville à déguerpir les Congolais dans, justement, dans les principes tels qu'acceptés par des lois internationales. Et donc, de ce côté-là, la réponse devait être diplomatique. Nous avons une diplomatie de pacotille. J'ai toujours dit ça. Une diplomatie de bas étage. Qu'est-ce que nous avons fait? Combien il y en a de Brazzavillois à Kinshasa? Qui sait même les identifier? Nous-mêmes, nous ne sommes pas identifiés. Comment on va identifier les Brazzavillois? Ce sont des questionnements. J'estime humblement aujourd'hui que la véritable solution pour nos frères, c'est qu'il faut qu'il y ait du travail. Et le travail commence par ce que tu ne veux pas là, que les ministres soient traqués quand ils ont volé. Alors, le peu d'argent qu'il y a, aucun nos petites entreprises, comme on dit aujourd'hui Bukangalozo, on veut voir combien de Congolais sont payés à Bukangalozo, ils sont payés à quel montant et pour quelle durée. Tu sais combien il y en a des gens qui sont des journaliers chez les Libanais qui prennent $50 à la fin du mois? Non, non. À un moment donné, on est patriote. Ça va au-delà des intérêts des gens. Chers amis, et je pense que je vais terminer sur cette note-là, Paulette. Il faut que l'État congolais soit sérieux pour un jour donner l'image d'un grand Zaïre, même si on ne veut plus en parler, mais du temps de Zaïre, on n'allait pas chasser les Zaïrois de Brazzaville. Ah, vraiment. Vraiment une belle chute de Laurent Onimé, voilà. En tout cas, c'est peut-être un peu nostalgique, on regrette un peu le Grand Zaïre, mais que voulons-nous? Nous avons maintenant la République démocratique du Congo. Donc, en tout cas, relevons nos fronts longtemps courbés. Voilà, nous remercions donc mes excellents confrères qui ont participé vraiment à cette émission. Merci à Israël Moutala, merci beaucoup. Merci à Pascal Onge, à Alain Mouzi, à Laurent Onima. Vraiment des intelligences comme ça fait plaisir. Si seulement on pouvait renouveler cette classe politique et mettre des intelligences comme ça, peut-être ça changerait beaucoup de choses, bien que la presse y perdra en beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de nos confrères qui vont être députés provinciaux et députés nationaux. Bonne chance à eux. Nous avons choisi la plume comme arme et nos studios comme champ de bataille. Voilà, merci à vous mesdames et messieurs pour votre fidélité à cette émission Web Presse. L'émission continue sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook Web Presse, et on se retrouvera avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.